Bienvenue dans cette présentation Midas Academy. Bonjour, je m'appelle Nicolas Drec. Je suis ingénieur en ouvrage d'art et en remontée mécanique et aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel Midas Civil. Alors, qui est Midas IT? Donc l'entreprise qui développe le logiciel Midas Civil. Donc c'est une société sud-coréenne qui existe depuis 1989, qui emploie plus de 300 personnes à travers le monde et qui développe des logiciels pour la structure, la mécanique, le monde du génie civil et en tout, cette société développe une dizaine de logiciels qui sont des références dans le milieu du génie civil et de la construction. Plus spécifiquement, aujourd'hui, je vais vous parler de Midas Civil, qui est un logiciel spécialisé pour le calcul des ponts en béton, en métal de tout type, précontraint, en acier, etc. Et qui est un logiciel dédié aux ouvrages d'art. Ça ne veut pas dire que ça peut pas faire du bâtiment, mais en tout cas, c'est un logiciel qui est pensé quand même pour faire des ouvrages avec des fonctions spécifiques et étudiées qui permettent vraiment aux ingénieurs de travailler convenablement pour des sujets aussi bien très simples que très spécifiques en ouvrage d'art. Je vais me présenter rapidement. Donc Nicolas Drec, j'ai 31 ans aujourd'hui en 2020 et j'étais à Polytechnique en 2009 et j'ai fait mon master de génie civil aux Ponts et Chaussées. Ensuite, j'ai passé 18 mois chez Egis JMI, le bureau d'études spécialisé en ouvrage d'art de chez Egis, où j'ai commencé à apprendre à calculer des ouvrages sur différents logiciels et différents types d'ouvrages, béton ou acier. Ensuite, j'ai fait 6 ans chez l'entreprise Matière, dont je vous parlerai un petit peu plus après, qui est une entreprise spécialisée dans la construction d'ouvrages d'art, donc beaucoup d'ouvrages béton et métal. Et puis, en parallèle de ça, depuis 2014, je gère une société qui s'appelle EF Cable, qui est une société dans laquelle je code des logiciels pour calculer les remontées mécaniques, donc de manière indépendante. Et donc en 2020, j'ai arrêté mon travail chez Matière, avec qui je garde de très bons contacts, et je calcule maintenant de manière indépendante des ouvrages pour différentes entreprises, que ce soit des constructeurs ou des bureaux d'études. Et aussi, je continue à faire à la fois EFK, mais aussi je suis revendeur Midas Civil pour la France. Donc mes compétences principales, c'est la conception de ponts métalliques, car c'était l'activité principale de l'entreprise Matière, le calcul de structure et d'assemblage complexe, la réhabilitation et le recalcul d'ouvrages métalliques, parce que Matière en faisait aussi, et le développement de logiciels scientifiques sur différents types de plateformes, etc. Alors les compétences que je développe en ce moment, c'est à la fois mon expertise dans Midas Civil, mais aussi je m'intéresse au design paramétrique et puis globalement à l'amélioration du workflow de travail pour le design ou pour l'exécution. Et puis aussi j'essaie de progresser sur des domaines comme le béton ou la géotechnique. Je vais vous parler un petit peu de Matière parce que ça a été mon quotidien pendant 6 ans, et voire même un peu plus. Donc c'est une société qui a été fondée en 1932 dans le Cantal, qui est spécialisée dans la construction d'ouvrages d'art en béton et en acier, et qui aujourd'hui a plus de 4 usines de construction métallique et 2 usines de préfabrication béton. Je dis plus de 4 usines parce qu'on on travaille avec beaucoup de partenaires à l'extérieur également pour satisfaire à la demande d'ouvrages à produire. Et c'est une société qui compte un peu plus de 500 employés entre les ingénieurs, les cadres et puis tout ce qui fait la force de cette société, c'est-à-dire les usines et le chantier. Vous avez l'exemple de quelques ponts, dont un grand pont référence, c'est le pont Raymond Barre à Lyon, mais aussi des ponts un petit peu plus discrets, mais néanmoins intéressants, des ponts modulaires comme les Unibridge, mais aussi voilà le pont MXB en Éthiopie, ou des ouvrages béton que l'on peut voir vraiment partout dans le paysage français et européen, avec des ponts cadres ou des ponts voûtes, avec ces voûtes articulées qui sont bien connues et qui ont fait le succès de Matière pendant plusieurs années. Les logiciels que j'utilise, c'est des logiciels d'Autodesk, AutoCAD, etc. Des logiciels développés personnellement pour, par exemple, le lançage, le prédimensionnement d'ouvrages mixtes, le tracé automatique de plans, etc. J'utilise Midas Civil depuis 2016. IDEA Statica, qui est un logiciel pour calcul des assemblages, je l'utilise depuis 2017, très complémentaire pour la construction métallique et vraiment un logiciel intéressant aussi. Et puis peut-être Advanced Steel à venir. Dans cette présentation, je vais vous parler de Midas Civil et vous faire la démonstration de la saisie rapide d'un modèle pour que vous compreniez bien comment s'articule le logiciel dans sa globalité.
Ensuite, je vais vous parler d'un projet que j'ai fait en design à partir de rien quasiment, c'est-à-dire pour la réhabilitation d'un ouvrage qui avait eu un dégât. Donc c'est le projet de Dim Bokro et ce sera intéressant de parler de charge roulante. Ensuite, je vais vous parler d'un ouvrage caisson mixte. C'était une préétude, mais ça permettra de voir aussi le phasage et les éléments de plaque. Je vais ensuite vous parler d'un ouvrage intéressant que l'on a fait au Bénin, qui s'appelle l'ouvrage de Womé, et notamment c'est un ouvrage très simple, mixte, mais la manière de mise en place et de construction de cet ouvrage était intéressante avec un guide de battage, une grande structure treillis, qui avait été calculée entièrement avec Midas. Et enfin une passerelle piétonne à Chamonix pour l'analyse vibratoire, pour montrer et ouvrir un petit peu sur des fonctions particulières qu'offre Midas, et notamment des fonctions très dédiées aux ouvrages d'art. Voilà, je vais vous présenter donc Midas Civil et la saisie d'un modèle. Alors, on va partir d'un modèle totalement vide. Voici l'interface de Midas. Aujourd'hui, elle est en anglais, mais il est prévu, à horizon 6 mois, 1 an, qu'il y ait une version française du logiciel. Il y a des versions en italien, en russe, en coréen, etc. Mais pour le public français, pour l'instant, c'est en anglais. Alors, Midas Civil, c'est un logiciel qui se présente avec un ruban dans lequel vous allez aller de gauche à droite, donc c'est-à-dire la saisie du modèle. Donc, vous avez un onglet qui s'appelle structure, dans lequel vous pouvez dire c'est tel type de structure, ou même utiliser des wizards, donc c'est-à-dire magiciens, c'est des petits utilitaires de pré-traitement qui vous permettent de pré-mâcher le travail de saisie pour des ponts types, c'est-à-dire par exemple un pont mixte, acier-béton, un pont pré-contraint, etc. Ensuite, vous avez Node et Element, qui est un onglet en fait qui vous permet de saisir à la fois les nœuds, mais aussi les éléments, barres 1D ou plaques 2D, ou même des éléments 3D, faire des maillages, etc. Donc ça, c'est très utile. Ensuite, vous avez Properties, dans lequel vous allez trouver les propriétés concernant les matériaux, mais aussi vous allez pouvoir renseigner des lois concernant les matériaux. Donc si vous faites du béton, vous allez pouvoir saisir des lois de retrait, de fluage. Si par exemple vous avez des groupes, des appareils d'appui néoprène avec un amortissement spécifique, vous allez pouvoir indiquer des groupes dans lesquels vous allez dire que telle ou telle partie de mes matériaux sont avec des amortissements, non pas de 5%, mais de 10, etc. Donc là-dedans, vous allez paramétrer les matériaux. Ensuite, vous avez Boundary, qui concerne tout ce qui est appui. Donc ça peut être des appuis tout simples, appuis glissants, fixes, etc., encastrés, mais aussi des appuis beaucoup plus riches comme des appuis à ressort, donc point spring, pardon, mais aussi des elastic link, rigid link, general link, et donc là-dedans, ça va être très utile, notamment pour représenter des appuis un peu plus spécifiques, comme des appuis non linéaires. Par exemple, vous avez un appui d'un pont, mais qui n'est pas capable de reprendre de la traction, comme par exemple dans une phase de lançage, vous allez pouvoir faire un appui non linéaire qui ne fonctionne qu'en charge descendante. Vous allez pouvoir faire des appuis élastiques comme un néoprène. Vous allez pouvoir aussi saisir si vous avez des éléments pour lutter contre le séisme. Voilà, vous allez pouvoir mettre des dampers ou des choses comme ça. Donc ici, c'est tout ce qui concerne les appuis. Ensuite, vous avez l'onglet Loads, donc c'est pour tout ce qui concerne les chargements, que ce soit des chargements statiques, de température, des Moving Loads, donc là on verra tout à l'heure un petit peu plus en détail, des Dynamic Loads, donc c'est soit des réponses spectrales, ou soit du Time History Analysis. Vous pouvez faire aussi du phasage de construction, Construction Stage, très utile dans Midas, et c'est une fonction qui est vraiment indispensable et bien faite. Et d'autres fonctions un petit peu plus riches que j'utilise un petit peu moins. Une fois que vous avez saisi tout votre modèle, les charges, les appuis, etc., vous allez faire l'analyse du modèle, et là Midas propose aussi des fonctions assez riches qui vous permettent à la fois de faire du calcul simple, linéaire, mais aussi du calcul non linéaire géométrique ou sur les matériaux, faire du calcul au flambement, faire des calculs de valeurs propres, etc. Et tout ça peut se paramétrer, et je dirais que ce sont des fonctions non pas avancées, mais déjà avec un niveau
assez intéressants de compréhension de l'outil, mais qui, à force, sont vraiment des alliés forts parce que ça vous permet vraiment d'utiliser Midas à 100% et de faire des modèles assez riches. Ensuite, quand vous exécutez le calcul, et ben vous allez avoir accès à tout un tas de résultats, mais on s'y penchera un petit peu plus. Et après, vous avez encore même des fonctionnalités, notamment de design pour établir des résultats en automatique, etc. Et quelques onglets comme Query et Tools avec des fonctions, on va dire, qui vous simplifient la vie dans Midas, que ce soit des fonctions pour gérer les unités, les préférences, mais aussi des fonctions pour avoir un éditeur de commandes qui vous permet par exemple de prendre un cas de charge avec des charges roulantes et d'en extraire un cas particulier avec une position de véhicule et de recréer un cas de charge et de le régénérer comme un cas de charge statique. Voilà, il y a quelques petites fonctions qui sont très pratiques, ou aussi des fonctions qui vous permettent en fait par exemple de créer une section totalement arbitraire que vous avez créée sur AutoCAD par exemple et que vous voulez saisir comme une barre indé. Voilà, vous avez des aides et des outils qui sont ici pour vous rendre la vie facile. Query, vous avez des fonctions pour regarder la distance entre deux nœuds, pour avoir une information sur un élément, etc. Donc tout ça, c'est des fonctions qu'on utilise peu au début, mais en fait, on finit par y prendre goût. Donc je vais commencer et on va faire une structure très simple en quelques minutes, peut-être un petit treillis ou juste une poutre échelle. Allons-y. Alors structure type, pour l'instant, j'ai pas à remplir ça et vous voyez, je vais pas utiliser un wizard. On pourra s'y pencher dans d'autres vidéos, mais globalement, Midas étant déjà un logiciel pour les ponts, vous voyez que il peut vous proposer par exemple de faire du suspension bridge wizard. Et voilà, on va vous dire, bon, ben, vous voulez faire un pont, remplissez toutes ces caractéristiques-là, et moi je vais vous construire le modèle. Alors c'est super, parce que du coup, ça peut permettre vraiment de faire des choses rapidement, etc. Souvent, j'utilise pas forcément ces fonctions parce que j'aime bien construire les modèles de A à Z pour exactement tout maîtriser, mais ça peut être très 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 utile. Donc la logique dans Midas, c'est vous construisez des nœuds, et ensuite vous avez des éléments qui relient ces nœuds, que ce soit des barres 1D ou des barres 2D. Alors moi je vais utiliser un truc assez simple, je vais aller dans Table Nodes, et puis on va faire une poutre échelle. Donc on va mettre le premier point à 0, et puis on va mettre à moins 2 mètres un point. Voilà, je vais commencer comme ça. Admettons que j'ai son symétrique de l'autre côté, moins 2 mètres. Voilà. Et puis on va faire les mêmes points, mais du coup je vais vous montrer avec des petites fonctions. Alors vous avez des fonctions de sélection ici qui sont très pratiques. Par exemple celle-ci vous permet de sélectionner un nœud ou un élément, mais vous avez aussi des fonctions de lasso qui sont comme ça. Voilà. Moi je vais faire cette fonction de sélection de lasso et puis je vais dire que ces nœuds-là, je vais les translater de 20 mètres en avant. Hop, 20 mètres, voilà. Donc mes nœuds ils sont ici, super. Et maintenant je vais dire que je vais mettre une poutre entre les deux. Donc ma poutre il va falloir que je décrive ce que c'est, donc je vais aller dans Properties, et donc je vais saisir dans Material Properties, je vais premièrement dire que je vais faire une poutre en acier. Donc je vais faire du S355 tout simple, hop, voilà, j'ai saisi ça. Une section, il y a une section, j'ai le choix parmi plein de sections, donc vous voyez sur Midas que je peux à la fois saisir des sections dans des catalogues, mais aussi une general section et importer une section que j'aurais fait sur les utilitaires que Midas propose, qui sont reliés avec AutoCAD, etc. Donc ça, c'est très pratique. Mais Midas, il peut aussi vous proposer des sections beaucoup plus complexes, des sections composées, etc. Mais aussi, par exemple, des sections composites. Si vous avez un pont mixte et que vous voulez le traiter un peu à la manière de ce que suggère l'Eurocode, c'est-à-dire comme une poutre qui elle-même est mixte. Voilà, donc ça, c'est assez utile et intéressant, mais vous avez aussi ces exemples-là pour tout ce qui est des questions pré-contraintes, des poutres en I, etc., que je traiterai, j'espère, dans des vidéos prochaines à plus long terme. Donc là, on va faire simple, hein, on va prendre un HEA, prenons un HEA 650, voilà, donc je vais l'ajouter, et puis on va faire les entretoises bon, c'est pas très très important, on va prendre un IPN 300, même si c'est très peu utilisé, mais c'est pas grave. Voilà, et thickness, alors j'aurais pu en mettre aussi, mais pour l'exemple, je vais quand même en mettre un.
on va faire une tôle en 20 mm. Voilà. Alors, donc voilà, j'ai créé mes matériaux et je vais pouvoir dire bon ben create beam, donc là je suis dans la partie element, et donc je vais créer mes HEA, et voilà, là j'ai dit HEA, c'est très bien, je suis content. Hop, je vais mettre un HEA, un deuxième, et puis mon IPN, ben, je vais mettre 2 entretoises ici et là. Très bien. Alors je peux régler bien sûr tout ce qui est offset, etc. Il n'y a pas de problème. Et là, j'aimerais bien quand même mettre un peu plus de nœuds, et puis surtout, j'aimerais bien mettre des entretoises. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser mes barres en 5 éléments, admettons. Hop, je les divise, et je vais, mes entretoises, je vais aussi les séparer en 3. Hop, voilà. Donc, ce que je peux faire, pourquoi pas aussi, pour aller vite, c'est, je peux très bien prendre ces 3 entretoises-là, et puis les translater. Les translater combien de fois? Ben, je vois que j'ai 4 zones de nœuds au centre, tac. Je vais les translater d'un vecteur ici, comme ça. Hop, et voilà, j'ai mes entretoises, c'est super. Midas, il y a des choses qui sont géniales, c'est la fonction d'activation. Donc, si je fais une sélection et je dis, moi, j'ai un modèle très très lourd, ce qui n'est pas le cas ici, et très complet, et j'ai envie de voir que ces 3 éléments-là, et j'aimerais bien que mon écran ne soit pas pollué par le reste. Ben, j'ai fait la sélection, et vous voyez, j'appuie sur Activate. Et là, d'un coup, je peux m'intéresser uniquement à ça. C'est très pratique, notamment quand vous avez des résultats, et vous voulez isoler une partie du pont pour voir, et peut-être voir des résultats de déformation, et ne pas se faire écraser par tout le reste du modèle. Si vous voulez tout remettre, vous faites comme ça. Et vous pouvez faire aussi l'inverse, c'est de dire, moi ça m'intéresse pas, je fais inactivate, et vous avez le complémentaire. Voilà. Donc là, j'ai saisi des poutres. On va mettre aussi une sorte de plaque soudée. Donc moi, je vais mettre une plaque en saisissant des nœuds. Je vais dire que je fais quadrilatéral, c'est très bien. Et vous voyez, je vais dire que ma plaque en 20 mm, et je vais aussi dire que j'ai un maillage à 0,5 m. Bon. Et je vais saisir des nœuds. Donc, je vais mettre une plaque entre ici et là. Voilà. Et donc Midas va me proposer un maillage, qui est celui-ci. Vous voyez que Midas m'a même a priori, il a même coupé tout seul mes éléments de barre, parce que vous voyez que, hop, je vois que mon HEA ici, il a été coupé, ce qui est pas mal pour satisfaire la division et la richesse du maillage. Donc maintenant, je suis content avec ça. Je vais mettre des appuis. Alors, on va faire simple, hein, on va faire un appui rotulé, complet. On va dire que là-bas, je mets un appui libre en X, voilà. Hop, et puis derrière, je vais faire que des appuis libres. Et, a priori, mon pont va aller nulle part avec ça. Voilà, je vais faire des chargements. Donc là, static load. Je vais définir un cas de charge. Je vais dire par exemple poids propre. Alors il y a des fonctions automatiques de Midas hein, qui permettent de générer ça selon des combinaisons, recode, HTO ou autre. Puis on va faire chargement. Chargement. Voilà. Donc ensuite, quand vous êtes dans static load, vous pouvez annoncer des fonctions. Donc par exemple, moi je vais faire une fonction de self weight, donc qui va utiliser le poids propre des matériaux. Je vais mettre -1, puis je vais mettre même -1,05 parce que je vais considérer que j'ai des petits assemblages qui sont pas pris en compte. Allez, on va même mettre -1,1. Et je vais dire que c'est dans poids propre. Alors vous pouvez définir des groupes, notamment des groupes de structure, des groupes d'appui, des groupes de chargement, et c'est très pratique de stocker parfois certains éléments dans des groupes, notamment pour le phasage de construction. Quand vous allez vouloir dire j'active telle zone du pont, telle autre zone à tel moment, ben, c'est parfois pratique d'activer des groupes, et aussi des groupes de charge, pour dire j'active cette charge, par exemple de béton frais à cette date-là, eh bien vous pouvez définir des groupes et stocker des chargements là-dedans. Donc là, c'est le groupe par défaut, et j'ai mis mon chargement -1. Donc là, vous voyez, dans static load, j'ai ça. Mais je peux aussi dire que dans ce static load, j'avais aussi, dans ce poids propre, j'avais aussi, je sais pas, un lampadaire au milieu du pont, qui était très lourd, et qui est juste ici, et puis j'en ai un autre là, sur ces 2 nœuds. Voilà, et j'ai 2 forces qui sont là. Donc ça, c'est un premier cas de charge. Et puis, je vais dire que j'ai un deuxième cas de charge avec des charges de véhicules, ou des charges de piétons, ou ce que je veux, que je vais, de manière simple, considérer comme étant réparties sur les poutres. Donc je vais saisir par exemple mes HEA 650, double-clic dessus, très bien.
Et puis je vais dire que j'ai des beam load, donc c'est des chargements linéaires en k n paramètres ici. Vous voyez, vous pouvez changer vos unités là. Et donc je vais mettre que j'ai une tonne au mètre sur ces éléments-là, et moi je vais dire que c'est dans le cas chargement, cas de chargement. Voilà, j'ai ces éléments-là, très bien. Et bien maintenant on est prêt pour un calcul. Alors l'analyse là, elle est simple, c'est-à-dire que j'ai pas dit on fait une analyse linéaire ou non linéaire, etc. Donc de base, le logiciel va faire une analyse linéaire. Calcul. Il va me demander d'enregistrer ça, je vais enregistrer ça n'importe où. Très bien, sans titre, voilà. Et voilà. Ce qui est très intéressant dans Midas, c'est que Midas vous montre exactement ce que vous avez fait, c'est-à-dire vous pouvez ici afficher nœud, etc. Mais Midas, voilà, il n'y a pas de trucage. Si ici vous avez pas de nœud entre les deux, c'est-à-dire que c'est un seul élément qui est ici. Et donc ce qu'on voit à l'écran, c'est exactement ce qui est dessiné. Un élément 2D doit être relié à 4 nœuds, ou 3 nœuds si c'est des formes triangles. Et au moins ça vous permet de vite débugger un projet si vous avez un problème. Et en fait la conclusion de ça, c'est aussi que à l'exécution, vous avez rarement des bugs, parce que c'est simple de comprendre comment le logiciel fonctionne. En tout cas, moi je trouve que j'ai beaucoup moins, voire jamais, de surprises au moment où je lance le calcul d'un modèle qui tourne pas parce que j'avais fait une erreur ou quoi que ce soit. Avec Midas, c'est très très rare parce qu'en fait tout est assez transparent. Voilà. Donc le calcul a tourné, et si vous voulez voir les résultats, ben, vous voyez, je peux aller voir les réactions. Alors les réactions, ben, si je regarde par exemple Value Legend, voilà, j'ai des réactions ici pour tel cas de chargement, pour celui-ci j'ai d'autres choses. Je peux aller voir la déformation de l'ouvrage pour les cas de charge en question. Alors là, si je mets les valeurs, c'est un peu laborieux, mais là je peux faire ça. J'aurais très bien pu dire aussi, bon, je vais faire une analyse de flambement avec des valeurs qui sont positives, donc c'est-à-dire, on va dire que il faut multiplier les chargements par une valeur qui est positive pour obtenir le flambement. Et je vais dire que le poids propre c'est une charge constante, et ce qui est variable c'est le chargement. Donc on va, les alpha critiques vont en gros être par quel coefficient je dois multiplier le chargement pour arriver au alpha critique. Je refais tourner le calcul. Ça va aller assez vite, et vous voyez que dans les résultats, maintenant j'ai aussi les modes shape, et donc je vais pouvoir regarder quel est le premier mode de flambement. Et le premier mode de flambement, c'est un mode de déformation un petit peu transversal, avec un coefficient 16. Bon. Sans parler de flambement, j'aurais aussi pu parler par exemple des beam force. Si je regardais les diagrammes de chargement sur mes poutres, et vous voyez que ma flexion sur tel chargement, c'est ça, avec des valeurs qui sont affichables. Et si vous voyez, moi ce qui m'intéresse, c'est peut-être de savoir ce qui se passe juste sur cette poutre-là. Je peux tout à fait aller la sélectionner, comme ça, hop, je fais un lasso et je l'isole. Et donc là, j'ai que ma poutre en question, et du coup, je peux voir ce qui s'y passe. Ce qui peut être intéressant. Voilà, donc là vous avez les diagrammes. Qu'est-ce que vous pouvez vouloir d'autre? Bon, vous pouvez aussi avoir la vision des contraintes, par exemple beam stress. Et si je me mets en newton par millimètre, comme ça correspond au MPa, je vais pouvoir apprécier ça, et donc je vois que là, en newton par millimètre, pardon, je monte à moins 91 MPa pour le cas de chargement. Et le poids propre, je suis à ça. Alors, on peut vouloir combiner, et là, ce qui est bien, c'est que la combinaison peut se faire après le calcul des chargements. Donc, si je fais ELU, je vais pouvoir construire un ELU en disant que j'ai un poids propre. Alors, le poids propre, je vais le mettre à 1,35, et puis mon cas de chargement, je vais aussi le mettre à 1,35. Donc là, c'est pas mal, parce que du coup, vraiment, vous pouvez modifier vos combinaisons, alors faire des combinaisons par ajout, par enveloppe, c'est-à-dire vous allez mettre plusieurs combinaisons à l'intérieur et dire l'enveloppe, comme ça j'ai les résultats maximum, etc. Voilà, et donc maintenant, mon combo là, c'est mis à jour, et donc je peux aller voir la combinaison EL. Voilà, donc là, j'ai des résultats. Voilà un peu comment fonctionne Midas. Donc j'espère que ce sera assez clair pour vous, et je vais continuer avec la suite. La suite, la voici. On va parler du pont de Dimbokro, en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est un pont qui a été fait avec matière, et ce qui s'est passé pour cet ouvrage, c'est qu'il y a eu un accident de train, c'est-à-dire que le train a tapé une des entretoises du plafond supérieur d'une des travées,
donc c'est un pont à 7 travées je crois, et ça a généré du coup un mode de flambement de la structure qui s'est plié et qui s'est effondré avec le train à l'intérieur, mais il n'y a eu qu'un léger blessé et pas de mort. Matière a été appelé par l'exploitant de la ligne ferroviaire pour proposer un ouvrage, et donc avec Midas j'ai reconçu un ouvrage dans le style des autres travées, et on a reconçu de zéro, juste à partir des plans des autres ouvrages, un ouvrage dont les épures ressemblent très fidèlement aux autres travées, mais construit avec les techniques de notre temps, on va dire. Et donc, pour cet ouvrage, je vous montre un petit peu le modèle, et ce qui est intéressant, c'est les moving modes. Alors, voici le modèle que j'avais utilisé à l'époque pour la conception. C'est un modèle qui est réalisé avec à la fois des barres et aussi des plaques, parce que l'about de l'ouvrage était un petit peu plus technique, on va dire, comme il y avait beaucoup de nœuds, j'avais préféré faire une zone PRS, enfin, et d'ailleurs c'est ce qui a été construit, hein, si on regarde un peu la fin du pont, on le voit pas, c'est très 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 fidèle à ce qu'on a fait, à ce qu'on a conçu et fabriqué. Et donc cette zone-là, si on la regarde un petit peu, d'ailleurs je peux vous montrer l'intérieur parce qu'il y a pas mal de raidisseurs, c'était intéressant de la concevoir directement dans Midas comme un élément plaque, pour ne pas en fait tergiverser dans les justifications, en devant dire oui il y a des raidisseurs à ces endroits-là, mais voici comment je les calculais à la main. En fait il y avait plus vite fait de faire le modèle plaque et de faire ce greffon inscrit dans le modèle, comme ça j'avais directement mes valeurs sur les plaques. Et donc c'est là aussi où Midas a sa force, c'est qu'on peut gérer tout type d'éléments entre eux, quoi. Alors, ce modèle, il est finalement assez simple, mais là où c'est intéressant, c'est sur les moving loads, donc les charges roulantes. Et là, quand on fait de la charge roulante sur Midas, ce qui est très bien, c'est que Midas, en fait, a plusieurs règlements déjà pré-remplis. Donc moi, j'avais saisi un règlement Rocode, j'avais saisi une ligne de trafic, c'est-à-dire en fait là où passe le train. Alors, vous voyez, ici vous avez votre menu d'arborescence, hein, qui correspond à ce que vous avez dans votre modèle. Et si je fais Display, je vais voir ma ligne, et effectivement, moi, c'est un ouvrage en fait avec des entretoises qui relient les poutres de rigidité, et il y a des longerons sur lesquels en fait sont fixés les rails. Et donc, il y a des selles d'appui qui sont fixées sur ces longerons, et donc j'ai fait ma ligne ferroviaire qui traverse en fait, qui franchit des entretoises, et cette ligne ferroviaire, elle est ici comme ça, elle est décrite en fait très simplement. Vous allez dire, ben voilà, j'ai une ligne ferroviaire qui fait telle largeur, elle part de tel point à tel point, ça génère des nœuds, etc. Éventuellement, vous pouvez lui mettre une excentricité, etc. Ensuite, j'ai choisi un véhicule. Donc moi, j'ai choisi le LM71, donc un véhicule ferroviaire, ça, Midas le connaît, etc. Et c'est le faire circuler, il n'y a pas de souci. Et ensuite, j'ai saisi un cas de charge de moving load, et vous voyez, j'ai fait un railway bridge selon ce que j'avais choisi comme véhicule et selon la ligne de circulation que j'avais remplie. Et donc ça, j'ai fait tourner le calcul, et alors on va regarder un petit peu les résultats. Donc je vais désafficher la ligne ici. Donc dans Result, qu'est-ce que j'ai? J'ai à la fois les cas de charge classiques, c'est-à-dire là moi j'avais un cas de full sur la passerelle piétonne, hein. Il y a des petits béquets que vous pouvez voir sur les extérieurs ici qui en fait supportent un trottoir. Il y a des charges devant, et vous voyez MV Max, LM71, MV Min, etc. Ce sont toutes les charges roulantes. Et ensuite j'ai fait des combinaisons qu'on retrouve ici, un ELS, un ELU avec du vent, pas de vent, etc. Donc là c'est simple. Donc si par exemple je regarde, je sais pas, l'ELS, un ELS All, et que je vais regarder la déformer, c'est un petit modèle un petit peu plus long, donc j'ai 49 mm au tir, etc. Alors on peut regarder la participation du poids propre là-dedans, etc. Bon, on peut faire plein de choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler du Moving Tracer. Donc, en fait, c'est de voir un peu comment se comporte et comment s'est matérialisée la circulation des véhicules. Alors, là, le calcul s'est fait, et quelque part, je peux même aller voir juste le cas de LM71 seul, et me dire, bon, quel est le DZ global de la structure quand le pont est passé. Bon, voilà, le DZ global, c'est moins 34 mm au passage du convoi. Donc, on voit que, en fait, le convoi ferroviaire, il a quand même une grande importance là-dedans.
Alors je peux aussi aller voir par exemple dans mes plaques, si je vais dans Stress, Plane Stress, hop, voilà, je vais voir ce qui se passe MV Hall LM71, et ben quelles sont les contraintes qui ont lieu dans les éléments d'about, les éléments de plaque sous convoi ferroviaire. Et ben vous voyez que alors ici on n'a pas vu grand chose. Oui, c'est parce que j'ai pas activé dans Analysis en fait dans Analysis, dans Moving Load. Il faut que j'actualise en fait aussi le stress pour les plaques, ce que j'avais pas fait dans ce modèle là, c'est juste ici. Donc là on n'aura pas les résultats pour ça. Mais si je vais donc dans ce que je voulais vous montrer initialement, c'est-à-dire les moving tracers, c'est-à-dire vous montrer l'influence en fait du passage d'un convoi. Donc si par exemple on s'intéresse à savoir par exemple quelle est par exemple la position du convoi qui a créé le maximum de déformation pour un point donné. Alors on va regarder si par exemple moi je m'intéresse à ce nœud-là, quelle est la position du convoi qui a créé le maximum, peut-être de déplacement ou peut-être de moment dans la poutre. Donc je vais aller dans Moving Tracer, qui en fait veut dire montre-moi les éléments de charge roulante qui créent telle ou telle chose. Donc là si on est en displacement, je vais dire que ce nœud-là m'intéresse, et je vais dire DZ. Donc lui, il va me montrer, alors là je suis pour MV max. Alors pour MV max, quel est le déplacement qui soulève le pont? Il n'y en a pas vraiment, c'est-à-dire il met rien sur l'ouvrage, ce qui est logique. Et si je mets MV min, c'est-à-dire le déplacement DZ minimum, et ben là je vois que ce qui génère le plus de déplacement, c'est une position de convoi comme ça, avec le convoi, bon, on reconnaît bien le LM71, et ça crée la valeur pour le nœud de moins 28 mm. Donc ce qui est très intéressant, c'est que quand vous avez des ponts courbes, vous allez pouvoir avoir des combinaisons intéressantes liées à la torsion, etc., que vous n'auriez pas forcément intuité à la main, et ça vous permet aussi d'expliquer à un client ou dans une note de calcul la position des convois, etc. Et donc c'est assez, ça permet de montrer des choses assez intelligemment. Si on s'intéresse par exemple au MY de cette poutre-là, de cet élément-là, donc admettons cette poutre-là, je vais aussi regarder quelle est, pour le moment minimum de cette poutre, la disposition du convoi. Bon, globalement, de toute façon, le convoi il circule d'avant en arrière. Mais vous voyez que pour créer le maximum dans cet élément 55-79, le élément MY minimum, donc j'ai la valeur ici, et on voit que c'est un convoi ferroviaire qui avait des charges ici, des charges là, mais pas ici, parce que quand je mets des charges ici, ça va finalement créer du plus, alors que nous on cherche la valeur minimum. Donc c'est là où c'est assez intéressant, c'est que ça crée vraiment le pire du pire des cas de charge possibles, parce que ça vous donne vraiment, en gros ça met la valeur si elle contribue à trouver le minimum que vous souhaitez, et ça la met pas si c'est effectivement ça contribue dans le mauvais sens. Donc vous savez que vous êtes vraiment sécuritaire quand vous faites cette analyse. Voilà, donc le pont de Dimbocro, ça a été un succès parce qu'on a pu le remplacer et remettre la ligne en circulation assez vite. Voilà, donc ça c'est les moving load, assez intéressant. Ensuite, je vais vous parler d'une solution de caisson mixte. Alors, pour le pont mixte, qui est quand même un des sujets assez principal en France, cette vidéo, elle a pas pour but de vous montrer comment se calcule parfaitement un caisson mixte, parce que il peut y avoir plein de choses intéressantes à faire, et la pratique en France des ouvrages mixtes, elle repose quand même sur des modèles finalement assez simples de poutres filaires qui sont mixtes, et l'analyse de la flexion longitudinale, elle est quand même très typée en France. Et il y a rarement des modèles, par exemple plaque où finalement on regarde avec un modèle ultra précis, etc. ce qui se passe. On fait souvent ce qui est proposé par le guide du CETRA, etc. Donc là, le modèle que je vais vous montrer, il est un peu différent parce que c'est un modèle plaque. Alors, si je vous l'affiche ici, voilà, c'est un modèle plaque, c'est-à-dire c'est un caisson métallique avec une dalle mixte. Donc c'est un caisson métallique en U, en fait, avec une dalle béton. Mais j'ai modélisé le caisson métallique parce qu'il était très courbe en élément de plaque acier. Ce qui est assez pratique ici parce que le caisson est tellement courbe que avec une barre filaire, j'aurais peut-être eu un petit peu du mal à le faire. Mais dans une vidéo prochaine, je referai la démonstration
d'un pont classique PRS mixte avec des méthodes pour on va dire corroborer les résultats du CETRA, qui est un ouvrage simple à 3 travées classique. Donc ça, je le ferai prochainement. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, j'ai rempli un ouvrage dans lequel j'ai à la fois 3 matériaux, j'ai du S355 pour le caisson, j'ai du steel bras. Alors ça, c'est juste en fait des éléments raides, c'est des éléments rigides, des bras rigides. Donc ça sert juste dans mon modèle à lier par exemple la poutre avec la dalle, etc. Et puis j'ai des éléments en C35-45 pour le béton au-dessus. J'ai des lois de matériaux, comme vous pouvez le remarquer aussi, pour le C30-35. Donc ma loi de matériaux, ben voilà, j'ai renseigné des éléments pour mon béton. J'ai un matériau qui dépend du temps. Donc ça me permet en fait de remplir le fluage pour le béton. Comme ça, quand je vais faire mon phasage de construction, en fait, je vais faire vieillir mon ouvrage. Et comme ça, finalement, le béton aura sa caractéristique, donc l'équivalent du N égale 18 quand on fait des ponts mixtes. Et puis voilà, il y a des lois de comportement. Ce qui est intéressant, voilà, donc dans cet ouvrage, bon, il y a du moving load aussi, etc. Et surtout, ce que je voulais vous montrer dans cet élément-là, c'est le construction stage, donc c'est-à-dire le phasage. Le phasage, en fait, ça se remplit ici. Donc quand vous êtes dans load, construction stage, vous allez cliquer sur define CS, construction stage, donc, et donc là, vous voyez, j'ai saisi une phase métal, et ma phase métal, en fait, bah, quand vous l'ouvrez, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que vous pouvez parler de 3 choses: des éléments, c'est-à-dire la structure, des boundaries, c'est-à-dire des appuis, ou des conditions d'appui, et des loads, des chargements. Et donc vous allez dire sur chaque stage, donc chaque phase, ce que vous activez ou vous désactivez. Ici, vous activez des choses, vous en désactivez. Et vous avez votre réservoir de groupe ici, puis quand vous les activez, voilà, donc au stage 1, j'active quoi? Ma charpente, mes bras rigides en fait qui sont des éléments de liaison, et j'ai activé mes appuis, et j'ai activé le poids propre. Au stage 2, bétonnage, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien activé de plus. En revanche, j'ai sûrement activé des chargements, le béton frais, donc des charges linéiques de béton frais. Au stage 3, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai activé le béton, c'est-à-dire la structure que j'ai mis dans le béton, je vous montrerai après, donc le groupe. Rien dans les conditions d'appui parce qu'ils étaient déjà là. Et puis, j'ai désactivé déjà le béton frais parce que maintenant, j'ai mis le vrai béton. Et puis, j'ai activé une dénivellation d'appui. Bon, voilà. Donc ça fonctionne comme ça, et vous pouvez ici, avec ce petit combo, voir vos différentes phases. Donc là, phase métal, phase bétonnage, et ben qu'est-ce qu'il y a dans phase bétonnage? En fait, la phase bétonnage, vous avez ici béton frais, qui sont voilà, des petites valeurs ici qu'on a là. Voilà. Et ensuite, j'ai ma phase activation béton, et ben je mets la structure, mais en revanche, vous voyez que j'ai plus de charge de béton frais. Et des dénivellations d'appui éventuellement qui étaient ici. C'est une dénivellation sur cet appui-là, parce que j'avais certainement un soulèvement dû à l'excentrement des charges avec la courbure du pont. Voilà un peu la logique, et donc une fois que vous avez calculé, bon, je vais pas le faire ici, mais vous pouvez analyser toutes les phases une par une et voir vraiment l'historique de chargement de votre ouvrage et suivre. Alors le phasage de construction, il peut être de manière assez classique en cumulatif, c'est-à-dire que chaque phase vient s'ajouter à la suivante et du coup on a l'historique de toutes les phases, mais vous pouvez aussi, pour des ponts suspendus ou banés, faire des phasages de construction beaucoup plus chiadés avec des fonctions plus techniques, et je ferai notamment une vidéo sur la manière de calculer un pont suspendu qui sera sûrement assez intéressante. Voilà pour ce caisson en préétude que j'avais fait il y a quelques années. Maintenant, je vais vous parler d'un pont au Bénin. C'est un pont très intéressant. Alors, le pont en lui-même, il n'est pas fantastique. C'est un pont de 320 mètres avec des petites travées de 20 mètres qui avait été fait avec une manière de réaliser de construction assez amusante, à la manière en fait des jetés en mer, parce que c'était dans une zone très vaseuse ou lacustre, dans lesquelles il était très difficile d'amener des machines pour construire des piles, pour faire un PRS classique avec des portées, admettons, de 60 mètres. Et donc là, ça a été des portées de 20 mètres avec cet outil qu'on peut voir en dessous, qui est un guide de battage qui en gros permet de porter une grue et d'avoir une partie en porte-à-faux
à travers laquelle on va faire du battage de pieux et ensuite poser une cage qui fait le chevêtre sur les deux pieux qu'on aura battus et construire le chevêtre, puis faire réavancer cette grosse structure sur cette nouvelle pile qu'on a construite, etc. et d'avancer en fait en autonomie avec tout qui est alimenté depuis l'arrière du pont et voilà et de construire ce pont en avançant comme ça. Donc c'est un outil assez intéressant et le modèle, donc tout a été calculé et conçu sur Midas, donc c'est un grand treillis, c'est ça qui est amusant. Le phasage de construction, je le trouve assez intéressant pour, on va dire, le projet global, mais dans ce modèle, il n'y aura pas de phasage de construction en tant que tel. Et aussi, ce qui était complexe dans cet ouvrage, c'est que c'est un treillis assez compliqué, notamment avec des charges très lourdes dues à la grue, et l'outil bleu, il était en permanence appuyé sur des rollers pour se lancer en permanence. Et donc, il y avait des assemblages à la fois parce que le treillis, c'est un treillis, donc on l'assemblait en éléments préfabriqués, et il y avait des réactions d'appui vraiment qui circulaient sur tout l'ouvrage dans le treillis, et donc on a dû faire des assemblages très 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 compliqués, et pour les calculer, ce qui a été pratique, c'est d'utiliser IDEA Statica, qui en plus est interfacé avec Midas, parce que Midas c'est quand même un des logiciels référence en ouvrage, et donc j'ai pu allier en fait la puissance de Midas avec celle d'IDEA Statica pour faire mes calculs. Donc le modèle sur Midas, vous voyez, c'est un modèle comme ça. Donc c'est un grand treillis. Globalement, le modèle n'est pas très complexe parce qu'il n'y a pas de charge variable ou quoi que ce soit. En fait, j'ai surtout fait beaucoup de charges, de cas de charge pour les différents cas de charge de grue. Donc par exemple, si je prends grue T1, on va voir ce que c'est, display. C'est la grue qui va chercher une charge derrière elle, et donc qui oriente sa grue vers l'arrière pour attraper un pieu, par exemple. Si je regarde grue T2, c'est l'inverse, mais en avant, c'est la grue qui porte son élément. Grue T3, voilà, c'est la grue qui regarde derrière. En revanche, quand la grue oriente, il y a beaucoup de positions, voilà, où on peut voir que la grue elle oriente vers l'extérieur, et là, ça peut faire une charge différente. Donc voilà. C'est un modèle dans lequel j'avais mis à la fois des plaques parce qu'il y avait un platelage et à la fois des éléments treillis. Et donc ce modèle-là, il vivait bien comme ça et j'avais pas besoin de faire des choses infiniment complexes. Ce que je peux vous montrer néanmoins, c'est que les assemblages que vous voyez ici, pour les sortir et les analyser, ça peut être très compliqué parce que les cas de charge ils sont nombreux. Et donc c'est là où le fait de produire un workflow qui est bien rodé est intéressant, et Midas s'inscrit vraiment avec des logiciels. Moi j'utilise IDEA Statica à côté pour calculer mes connexions, il y en a plein d'autres, on peut aussi les modéliser à la main, mais c'est vrai qu'IDEA apporte une rapidité de conception et on va dire de pré-remplissage un peu des modèles et des boulons, etc., qui permet d'être assez efficace. Et voilà, vous avez des éléments qui permettent de faire l'interface entre les deux. Et donc Midas sait faire ça très bien parce que souvent, dans ces logiciels de connexion, le plus compliqué, c'est pas de faire un joli modèle, c'est d'y mettre les bons torseurs. Et ça, c'est assez essentiel. Donc Midas le fait bien. Voilà pour cet ouvrage. Ça montre qu'on peut concevoir et réaliser des structures assez vite derrière. Et voilà, avoir de la satisfaction. En dernier point, je voulais vous montrer la passerelle des Gaillans à Chamonix, réalisée aussi par Matière. Et donc pour cette passerelle, le calcul en exécution a été fait avec Midas, pas de souci, c'est un ouvrage, c'est comme un petit bipoutre à poutre latérale et avec un platelage en fait bois qui est supporté par des entretoises et des diagonales, donc là-dessus rien de très compliqué, analysé à l'ELS, à l'ELU, mode de flambement, etc. En revanche, il y avait une analyse de vibration piétonne à faire, et ça je l'ai faite selon le guide du CITRAS qui est l'habitude en France, mais dans certains cas il faut faire une analyse de vibration et d'accélération, et donc c'est ce que j'ai fait avec Midas. Alors j'avais fait un petit guide de bonne pratique, mais aussi ma note de calcul là-dessus. Donc en fait j'avais repris la démarche que propose le guide du CETRA. Alors c'est pas exactement ce document-là, je suis désolé, je reprends l'analyse que propose le CETRA,
Et donc, ce qui était intéressant, c'est que vous pouvez vraiment faire une analyse des modes de vibration, et donc vous faites une analyse de valeurs propres, etc. Et ensuite, alors ça, il faut lire le guide du Cetra, etc., mais c'est pour montrer la puissance que Midas peut offrir dans ce cas-là. En fonction des modes propres, vous allez pouvoir ensuite générer des cas de charge et une analyse. Alors ici, je l'ai fait en time history analysis parce que c'est ce qu'il faut faire, hein. Globalement, c'est créer des chargements, en fait, voilà, avec des chargements sinusoïdaux qui correspondent aux excitations piétonnes, que vous allez calibrer. Et donc, en fonction, si par exemple vous avez un mode propre qui fait le ventre transversalement, vous allez créer des petites charges donc latérales, uniformisées, comme des piétons qui s'opposent à une vibration transversale, et vous allez lancer un calcul de time history analysis, et grâce à ça, vous allez pouvoir voir l'évolution temporelle de la passerelle, et de voir si les accélérations, et vous pouvez sortir des cartographies de ces accélérations, etc., voir ce que vous en sortez. Et donc ça, c'est vrai que ça se fait très bien dans Midas, et c'est assez puissant. Pour des chargements verticaux, ben, voici l'autre analyse que j'avais faite. Et alors j'avais aussi des chargements un peu de torsion de la passerelle, et donc là j'avais fait des chargements en fait avec des gens qui appuient d'un côté et des gens qui se soulèvent un peu de l'autre, c'est-à-dire en opposition de phase, et ça fonctionne bien aussi. Voilà donc pour Midas, une présentation rapide. Si vous avez des questions, on y répondra avec plaisir. Donc Midas France, avec cette adresse-là, france@midasit.com, ou vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn ou m'écrire donc à n.drake@efcab, efcab étant la société qui édite des logiciels, mais globalement c'est mon adresse principale où je lis les mails, et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Je ferai d'autres vidéos dans les mois à venir sur des sujets plus techniques, soit ponts suspendus, soit peut-être des ponts bannés ou des ponts mixtes, etc., pour creuser en détail certains points de calcul et de modélisation. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci.